Vous faites bien de choisir la RTNC pour vous informer. Tout de suite, les titres. Processus de paix dans l'Est de la RDC. L'appui des partenaires dans la réforme de la sécurité nationale est importante pour la paix et le retour de la paix en RDC. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a convoqué une réunion de sécurité à laquelle a pris part la chef de la MONUSCO. Et puis, les deux chambres du Parlement ont clôturé la session de mars. Les deux présidents des chambres ont fait un état des lieux des activités parlementaires et extra-parlementaires au cours des 3 derniers mois de travail. Nous ferons le point dans ce journal. Enfin, Dame, la pluie a encore fait des ravages dans les communes de Ngalema, Lemba et Matete. Le bilan provisoire fait état de 29 morts et des dégâts matériels importants. C'est ce qui ressort de la réunion de crise présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça sera tout pour les titres. Je l'ai dit, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a convoqué une réunion sur la réforme de la sécurité nationale en RDC. La MONUSCO, principal partenaire de la RDC, et tous les amis membres de la réunion de sécurité ont pris part à cette réunion. Un reportage de Rodé Panda. Suivez. Placée sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, cette réunion du groupe consultatif pour la réforme du secteur de sécurité en RDC, présidée conjointement par le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la sécurité nationale, Kolongele Eberand Casimir, et la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a réuni à l'hôtel du gouvernement les ambassadeurs des pays amis de la RDC, notamment ceux de l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que les États-Unis d'Amérique, partenaires dans ces processus de réforme sécuritaire en RDC. L'objectif au cœur de cette séance de travail, c'est la relance du processus de la réforme de sécurité, avec accent sur la situation de guerre qu'endure le Congo-Kinshasa. L'accompagnement des autres pays est encore indispensable, en plus du soutien permanent de la MONUSCO, a souligné le professeur Casimir Eberand, qui a lancé un appel vibrant aux partenaires pour leur accompagnement. L'issue de cette séance de travail produira la politique de sécurité nationale avec le concours de toutes les forces vives du pays. Le choix de la date du 16 juin est une symbolique de la protection de l'enfant africain. Notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. Je compte beaucoup, chers partenaires, sur votre engagement et vos dynamismes habituels à œuvrer avec nous afin de réaliser les assignations rentrant dans le cadre de la RSS. Au nom de tous les partenaires, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a confirmé un engagement d'appui dans ce processus de réforme sécuritaire de la RDC. Les Nations Unies réaffirment leur engagement à accompagner ces efforts conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2773 de février 2025. Notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité et au DDR restera ferme dans l'objectif de garantir une paix durable et protéger les populations civiles qui ont trop longtemps souffert. Inaugurée en ces jours, cette série d'échanges va demeurer dynamique suivant l'évolution de la situation sur le terrain. Sachez également que l'Assemblée nationale a clôturé la session de mars avec une décision marquante, l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé d'un présumé détournement de 19 millions de dollars américains. Dans son mot de clôture, Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement, a salué une session rigoureuse et productive qui illustre la volonté du Parlement à renforcer la redevabilité et l'état de droit. Un reportage d'Annie Balaka et Patrick Badibanga. À l'Assemblée nationale, les rideaux sont tombés le dimanche 15 juin 2025 sur la session ordinaire de mars. Une session marquée par une intense activité parlementaire avec à la clé plusieurs textes adoptés et des décisions fortes. Moment fort de cette plénière de clôture, l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Sur 363 députés présents, 322 ont voté pour, 29 contre
et 12 se sont abstenus, donnant ainsi suite au réquisitoire au procureur général près la Cour de cassation. La résolution a été lue par le rapporteur Jacques Joly dans une salle pleine à craquer. Il est autorisé la demande aux faits de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Avant cela, les élus ont adopté les rapports de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sur la proposition de loi encadrant l'activité des établissements de crédit ainsi que celui de la Commission mixte Assemblée nationale Bar-Sénat sur la loi des finances rectificative. Autre moment important, la présentation du rapport synthèse des vacances parlementaires validé par les élus avec des recommandations à la clé pour des réponses concrètes aux préoccupations des populations. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la discipline et le travail des députés avant de dénoncer fermement l'agression rwandaise dans l'est du pays. Il a appelé à la solidarité nationale autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix dans les zones occupées. La République démocratique du Congo, c'est notre patrimoine commun. Quels que soient les complots fomentés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, cette guerre prendra fin et c'est la paix qui va gagner. Nous devons à chaque fois dans nos prières penser à ces populations qui traversent une véritable tragédie. Clôturant cette session, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est également félicité du rôle actif joué par la diplomatie parlementaire, porteuse de la voix du peuple congolais sur la scène internationale. L'Assemblée nationale et le Grand-Duché de Luxembourg consolident leur coopération parlementaire. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a eu plusieurs échanges avec les institutions politiques et économiques luxembourgeoises. Un reportage de Keren Kinkolongo. La coopération parlementaire entre la RDC et le Grand-Duché de Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et de partenariat stratégique que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, à la tête d'une délégation des élus, a bouclé sa mission parlementaire. Les élus nationaux ont eu des échanges avec le représentant des hauts niveaux, des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une mission placée sous le signe d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques mutuellement bénéfiques. La mission a commencé par un échange avec l'honorable Gusti Grasse, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement Luxembourg. Par la suite, Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et sa délégation ont été reçus successivement par Arnaud Delestienne, directeur de marché des capitaux internationaux du Luxembourg, Madame Jeanne Crozer, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les représentants du Parlement luxembourgeois, présidés par Claude Wisseler, ont suivi le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilomba qui a adressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par les Rwandais pour justifier sa présence en République démocratique du Congo. Communiqué au de la plénière du 15 juin 2025, l'honorable président de l'Assemblée nationale a annoncé l'assassinat de 318 personnes à Moba à la suite d'une attaque de groupe des militants. L'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale porte à la connaissance du public qu'après vérification, ce nombre des victimes communiquées au président de l'Assemblée nationale par le caucus des députés nationaux originaires de la province meurtrie et erronée. C'est un communiqué signé Philbert Kanika Sumbaï, chef de cabinet. Et à la Chambre haute du Parlement, la séance plénière était axée sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement défendu par le vice-ministre de la Justice. Dans son mot de clôture, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a invité les sénateurs à soutenir les actions du président de la République dans le processus de la paix. Janine Kalinga et Julien Piana pour ce reportage. Qui s'en va en vacances parlementaires au cours de son ultime séance plénière du 15 juin
dirigé par l'honorable président Jean-Michel Samalukonde Kenge, accordé au gouvernement de la République l'habilitation à prendre durant ses vacances parlementaires certaines mesures relevant normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Samuel Mba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation présentée aux honorables sénateurs, l'économie du projet de loi relatif, en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures de ratification des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec le contexte international. 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Le Sénat vote le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030. Le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ces textes seront envoyés à qui de droit pour promulgation. Et bien sûr, je ne peux que remercier les honorables sénateurs que vous êtes pour l'adoption de ces textes. Clôturant la session ordinaire de mars 2025, l'honorable président Samalukonde a appelé ses collègues sénateurs en tant qu'émanation des provinces à soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à ramener la paix durable dans les pays, surtout dans sa partie orientale en proie à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M3AC. Il a réitéré l'appel à la communauté internationale à participer activement à cette recherche de la paix à travers les résolutions et sanctions dissuasives à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Dans son allocution, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a dressé un bilan satisfaisant de la session ordinaire de mars 2025 avec des initiatives, des lois, des auditions, des questions écrites et orales avec des débats, des cadres du contrôle parlementaire. Et de son côté, le Premier ministre a bouclé son séjour de travail dans la ville de Kolwezi. Judith Suminwa a pris part à la 12e conférence des gouverneurs, une occasion pour elle de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures, symboles du développement local et de la connectivité prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chimendondo et Pompomba. Entre routes refaites, ponts reconstruits et écoles modernisées, les infrastructures prennent un nouveau visage à Lualaba. En clôture de sa tournée provinciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré 3 ouvrages publics majeurs, symbole concret du programme d'action du gouvernement sur la connectivité et le développement local. Au nom du chef de l'État, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, a remis à la population une école ultra-moderne à Kangeya, Muchacha, un campus de 2 hectares, de salles de classe connectées, d'une bibliothèque, d'une clinique et de terrains de sport. Deux ponts stratégiques ont également été ouverts à la circulation. Le pont Loudi, reconstruit 48 ans après sa destruction durant la guerre de 80 jours, et le pont Lufupa, destiné à fluidifier la mobilité dans cette province minière. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans 14 infrastructures qui ont été construites. Il faut le faire. Et c'est aussi une question de vision, de voir comment on peut développer sa province. Si chaque gouverneur peut faire pareil et que nous, au niveau du gouvernement central, on arrive aussi à injecter suffisamment de ressources dans les provinces pour
pour cela, ça va entrer dans un des piliers de mon programme d'action du gouvernement qui est la connectivité, le désenclavement, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir développer le pays et ça va permettre aussi de répondre à l'engagement du chef de l'État. Les deux infrastructures, conformes aux normes régionales, visent à désenclaver durablement les zones rurales. Ces tours d'horizon des infrastructures clôt une mission gouvernementale placée sur le sceau du pragmatisme, de la visibilité et de la proximité avec la population. Je l'ai dit en titre, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ont causé 29 morts et des dégâts matériels importants. Jusque-là, le bilan reste encore provisoire. C'est ce qui ressort de la réunion de crise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Bobo Anand Mokonzi pour ce reportage. 29 morts et dégâts matériels considérables, c'est le bilan provisoire enregistré dans plusieurs communes de la capitale, notamment en Ngaliema, Lemba et Matete, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur Kinshasa. Publication du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement congolais s'engage à assurer une prise en charge efficace des victimes de ces inondations. C'est la décision finale de la réunion de crise présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que l'ensemble des services concernés. L'économie de la Réunion avec le gouverneur Bumba. Je suis informé que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts. Face à cette tragédie, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles éplorées et assure la prise en charge des funérailles de personnes décédées ainsi que l'accompagnement des victimes. Mais les travaux continuent. L'objectif de cette réunion, c'est d'assurer la coordination des actions à entreprendre pour une meilleure prise en charge des victimes, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. La maison d'urgence est Zoami. Tozali déjà à pied d'œuvre. Le gouvernement congolais s'engage donc pour la mise en place des appuis afin de renforcer la prise en charge locale des sinistrés. Mais également, sinistrés au Bazali, bon, la famille d'accueil. L'État a apporté bonne assistance pour Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir ces risques de catastrophes en cette période de dérèglement climatique. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité dans la ville de Mbandaka. Guy Mwandianvita a également passé vu la situation de la 11e région militaire et du 11e regroupement naval. Sandra Nyangui pour ce reportage. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Cette 13e région militaire accueille sur son sol Maître Guy Kabombo Mwandianvita en itinérance. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a tenu une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux organes parcourant ainsi la situation sécuritaire de la province de l'Équateur. Bien avant cela, il a pris part au briefing de la 13e région militaire ainsi que du 11e groupement naval où un aperçu général de la situation opérationnelle lui a été présenté. Prenant la parole, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a circonscrit le but de sa visite et les attentes du ministère. Vous avez le devoir, sans faiblesse, d'assurer et d'assumer pleinement votre mission fondamentale. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace, d'où qu'elle vienne. Il vous revient de protéger l'ensemble des provinces du Grand Équateur. Chacun d'entre vous doit se sentir personnellement concerné par cette mission. Depuis son accession à la magistrature suprême, le commandant suprême n'a cessé de placer l'amélioration des conditions de vie des militaires au cœur de ses priorités. Son engagement à soutenir les hommes et femmes en uniforme se manifeste à travers les actions concrètes qu'il a posées à votre bénéfice. En bon père de famille, Maître Guy Kabombo Mwandianvita a échangé avec les épouses des militaires de la 13e région militaire. Dans une causerie morale, les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leurs desiderata. Carte sur table, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a répondu à leurs multiples questions, notamment le salaire des militaires, la situation des veuves, la cohabitation dans les camps et la redynamisation du foyer social.
Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit de du 11e groupement naval et non du 11e regroupement naval. Autre chose à présent, lutte contre la tuberculose. Ce lundi, plus de 16 000 doses ont été remises au ministre de la Santé par la société Fatakin. Ceci est une réponse positive aux recommandations de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kolwezi. Robert Daichisense et Turbo Chimanga pour ce reportage. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières dans le monde. En RDC, les statistiques annoncées par le Programme national de lutte contre la tuberculose révèlent 258 000 malades. En réponse à cette crise, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, encourage des initiatives locales comme celle de Fatakin visant à renforcer les capacités de traitement à travers la production de médicaments sur le sol congolais. Voilà qui justifie ce lundi 16 juin 2025 la remise d'un lot de médicaments conçus pour traiter les formes résistantes de la tuberculose. Nous sommes une industrie locale qui a débuté la production en 1994 et nous avons commencé avec des produits tels que les sirops et autres, mais aujourd'hui nous fabriquons les antituberculeux et quand le pays a des carences, n'est-ce pas, il y a eu des problèmes au niveau pays, nous avons été informés. Ces médicaments contre la tuberculose permettent non seulement de réduire les coûts, mais aussi de garantir une distribution plus rapide de médicaments, comme l'atteste Dr Jean-Pierre Malemba Chiboui. Produisant local, on peut commander les médicaments et les recevoir dans les mois qui suivent sans trop attendre. Pour Dr Samuel Roger Kamba, cette initiative répond à un besoin urgent, mais elle renforce également l'indépendance sanitaire en République démocratique du Congo. Nous avons, avec le chef de l'État, cette vision de l'implémentation de la production locale et du développement de nos capacités à avoir de l'industrie pharmaceutique sur place. La remise de ces médicaments est un pas du géant vers une meilleure prise en charge de la tuberculose en République démocratique du Congo. Kinshasa va abriter dans les tout prochains jours une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C'est dans ce cadre plutôt que le président de la commission de la CEAC, Alberto Verissimo, séjourne ici à Kinshasa pour les préparatifs de ce grand rendez-vous. William Tunakov pour ce reportage. Le préparatif d'une rencontre de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que Kinshasa, capitale de la RDC, compte organiser dans les tout prochains jours dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions prises par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 26e conférence à Malabo, en Guinée équatoriale, concernant notamment l'insécurité grandissante due au phénomène transhumance des éleveurs bovins surnommés Mbororo, dans 4 pays de la région, la RDC, le Cameroun, la Centrafrique et le Tchad, ainsi qu'au Soudan du Sud, étaient au centre d'une importante séance de travail présidée samedi 14 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, en présence du président de la commission de la CAC, ambassadeur Gilberto da Piedad de Verissimo, qui séjourne à Kinshasa. Ce phénomène de transhumance dans quelques pays de l'Afrique centrale et les éleveurs qui arrivent dans un pays, qui s'installent et qu'on a surnommé le Mbororo. Mais nous avions considéré qu'il est important qu'on puisse organiser une réunion ici à Kinshasa. Ce phénomène a été utilisé à des fins criminelles et c'est ça que nous conduit à organiser cette réunion pour voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette situation spécifique. Après avoir abattu un travail de titan apprécié par le chef d'État de tous les 11 pays membres de cette communauté. L'autorité de l'aviation civile de la RDC a procédé à l'ouverture d'une mission de haut niveau entre la RDC et l'Agence pour la sécurité de l'aviation de l'Afrique de l'Est. Un commentaire de Jean-Pierre Ndolodemazou. À travers les échanges techniques, des ateliers spécialisés et une visite d'inspection sur terrain, la mission a évalué les forces de dispositifs en place, a identifié les domaines perfectibles et a mesuré le degré d'alignement avec les normes et pratiques recommandées par l'OAC. Mme Natacha Emmanuela Bolombo, directeur général de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, a évoqué le contexte sécuritaire difficile auquel la RDC fait face
place de la part d'un pays membre de la CASOA, le Rwanda, tout en exprimant les attentes du pays envers cette mission. La République démocratique du Congo est agressée par un État membre de notre organisation. Cela ne fait plus l'objet d'un doute au regard de rapports de toutes les organisations internationales. Aussi avons-nous répondu favorablement à la requête de la CASOA en rapport avec la mission d'analyse des écarts, et l'AAC attend d'elle une évaluation assez objective avec des recommandations pertinentes pouvant nous aider à résoudre les quelques non-conformités qui pourront être relevées dans notre système de supervision de la sécurité et de la sûreté. Une visite technique à l'aéroport international de Ndjili a permis d'apprécier les avancées concrètes sur terrain, mais aussi de prendre la mesure de défis encore à relever. Pour le chef de la délégation CASOA, cette mission s'inscrit dans un objectif commun d'intégration et d'harmonisation régionale. Nous croyons fermement à la promotion du dialogue et des initiatives pacifiques pour résoudre les différends entre les États partenaires. Les travaux se sont achevés le vendredi dernier. Les deux parties ont dressé le premier bilan et tracé les perspectives de collaboration pour l'avenir. Prêt pour le RDC Mining Week, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a présenté aux opérateurs miniers le protocole d'accord signé avec le régulateur chinois. C'était à l'occasion plutôt de rappeler l'exigence de respecter le code des assurances. Un reportage d'Edith Chala. Grand-messe de l'industrie minière, la 20e édition de la DRC Mining Week, axée sur les infrastructures et la sécurité énergétique, a bien porté ses fruits. Carrefour d'échange des divers acteurs économiques et politiques, cette édition a une fois de plus connu la participation de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, qui, comme lors des précédentes éditions, a rappelé à l'industrie minière le respect strict des prescrits du Code des assurances, ce qui renforce davantage le capital confiance vis-à-vis des opérateurs du secteur minier, un des piliers de l'économie nationale. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, a profité de cette tribune que représente la DRC Mining Week pour annoncer la signature d'un protocole de collaboration avec le régulateur chinois des assurances, la National Financial Regulation Authority, NRFA, le 28 mai 2025 dernier à Beijing. Cette avancée majeure est la résultante de sa participation au Forum économique Chine-RDC de septembre 2024, où les deux chefs d'État, Xi Jinping de la République populaire de Chine et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, avaient réaffirmé leur détermination et volonté de renforcer la coopération gagnant-gagnant entre les deux États. Ce protocole d'accord prouve à suffisance que le secteur des assurances à travers l'ARCA joue bien sa partition et s'inscrit durablement dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, celle de promouvoir les investissements dans un cadre à même de les sécuriser et les pérenniser, tout en renforçant la confiance des acteurs. Assassiné à l'âge de 26 ans à Goma, Floribert Boinachou a été béatifié hier, dimanche, dans la basilique Saint-Paul de Rome. Pour le cardinal Fridolin Mbongo, cette béatification est un appel à la transparence dans la gestion de la chose publique. Oscar Mbalkaïch. C'est un hommage mérité pour cette figure charismatique. Floribert Boinachoui Bin Koshi, ce laïc contrôleur des douanes, a été déclaré bienheureux par l'Église catholique. C'était au cours d'une messe solennelle présidée par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet du dicaster des causes des saints, et concélébrée par les cardinaux et évêques, dont le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma. La basilique papale Saint-Paul hors les murs était pleine de monde. Des Congolais, des fidèles d'Italie et d'autres pays, sans omettre une forte délégation de la communauté Saint-Égidio de Goma, ainsi que celle du gouvernement de la République, qui ont effectué les déplacements vers Rome en Italie. Parmi les officiels congolais à cette messe de béatification, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et sa collègue des droits humains, Chantal Tchambou Mwavita. Pour avoir refusé de laisser entrer en République démocratique du Congo des vivres avariés,
Floribert Boanachui, cet ancien agent de l'OCC, a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans. Il est devenu désormais le symbole des valeurs et des courage dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et dans le monde. Et en réaction, justement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, s'est dit honoré d'avoir assisté à la béatification de Floribert Boanachui. On l'écoute. D'abord, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Sant'Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. L'RDC célèbre ce 16 juin la journée de l'enfant africain sous le signe de la budgétisation au service des droits et de l'enfant et de la paix. L'objectif est que ces enfants présentent leurs préoccupations sur la planification, la budgétisation et la paix. Présent à cette cérémonie, F. Bazaïba, qui a représenté le Premier ministre Renette Kulunga pour ce reportage. La journée de l'enfant africain commémore le soulèvement à Soweto en 1976 des élèves sud-africains contre les inégalités et l'injustice dans le secteur de l'éducation durant l'apartheid. Le 16 juin, date célébrée à travers le monde. En RDC, la tradition a été respectée cette année par le gouvernement en organisant à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants la soirée du dialogue pour demain sous les thèmes planification et budgétisation des droits de l'enfant. L'avenir de nos enfants passe par un engagement commun. Activité TENI en collaboration avec l'UNICEF. Si le 16 juin, nous célébrons une fois de plus l'enfant congolais, la célébration de cette année revêt un caractère plus engagé à l'endroit des enfants congolais. L'assistance et les différentes personnalités à suivre les échanges entre enfants, les tableaux des engagements pris par le ministre. Occasion pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, de sensibiliser tous à la protection et au bien-être de chaque enfant du continent africain. Cet engagement commun est d'autant plus nécessaire qu'il nous invite à l'unité pour restaurer la paix et la sécurité, mais également à réfléchir ensemble sur l'inventivité qui doit être la nôtre pour la mobilisation des ressources financières pour garantir le droit de tous les enfants de notre beau pays. Cet échange nous offre l'opportunité d'entendre vos voix. Les tests du plaidoyer pour la plateforme Dialogue pour demain étaient remis à F. Bazaïba, ministre d'État de l'Environnement, représentante de la Première ministre Judith Souminois.
Fin des consultations nationales convoquées par le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. À l'issue de ces travaux, quelques recommandations ont été formulées, à savoir la mise en place d'un nouvel organisme public de gestion collective des droits d'auteur et droits de voisins. Un reportage de Rodé Panda et Fanny Malonga. Les consultations culturelles se sont clôturées les 13 juin après 4 jours d'échanges fructueux au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, des représentants de tous les secteurs, théâtre, cinéma, mode, littérature, édition, journalisme, musique, danse et arts visuels ont pris part à ces assises historiques. Les participants, incluant experts et leaders d'associations, ont unanimement salué l'initiative de la culture, Yolande Elebe-Mambo. Ce nouvel organisme public veut transformer l'écosystème culturel en instaurant une ère de justice et de transparence qui garantira une rémunération équitable à tous les artistes congolais. Nous allons examiner toutes les réponses qui avaient été données par les participants à ces consultations. Nous allons travailler avec les parties prenantes pour élaborer les projets de décrets sur la création d'établissements publics. Le premier résultat, c'est qu'on pourra rapidement signer un accord avec la Direction générale des douanes et accises qui peut nous aider à percevoir la redevance sur la copie privée. Avec l'établissement public, on peut relancer la coopération avec nos partenaires traditionnels, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la CISAC et l'UNESCO. Ces assises, il faut le dire, marquent un tournant décisif pour la gestion collective de droits d'auteur en RDC perçu comme un véritable outil de développement pour la culture congolaise. Le travail se poursuivra pour concrétiser ces avancées. Voilà, merci de suivre ce journal réalisé par Simon Kankolongo et André Ndjeka à la rédaction, Gauthier Kiassi sur la supervision de Jacques Kaboba. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Robert Ndetchisense revient à 23h pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.